Je vais laisser maintenant la parole, après Arthur qui a donc présenté les grands enjeux de cette étude et le positionnement de la fédération vis-à-vis de cette étude. Je vais laisser la parole à Cyril de Compiègne qui va s'attacher à un exercice qui est assez compliqué, c'est-à-dire qu'il va essayer, en à peu près 3/4 d'heure, de vous résumer 6 mois de travail, 6 mois d'enquête, 6 mois d'études auprès des adhérents, 6 mois d'échanges très riches avec les adhérents de la fédération, avec les associations œuvrant auprès des personnes pour la défense des droits des étrangers, auprès des SIAO, auprès de plein d'acteurs, vous le verrez. Et donc, je vais laisser Cyril présenter les premiers résultats de cette étude qui vous sera communiquée par mail et qui sera publiée sur notre site d'ici 1 à 2 semaines, je pense. Et merci encore Arthur pour cette ouverture et puis à toi Cyril. Merci beaucoup, merci Clotilde. Oui, donc comme ça a été dit, je vais vous faire une restitution d'une étude qui sera elle-même publiée par la suite. Donc je vais quand même redonner un peu le cadre et le contexte de l'étude. Donc l'étude concerne les structures d'hébergement généralistes et médico-sociales résidentielles, donc CHU, CHS, CHRS, LHSS, LAM et ACT, et qui sont donc les structures qui sont ouvertes aux personnes, quelle que soit leur situation administrative. L'étude s'est concentrée sur l'accès au droit au séjour des personnes qui sont dites en situation administrative précaire. Donc par là, en fait, on entend des personnes qui peuvent être soit en situation irrégulière, soit qui disposent de titres de séjour dits précaires, donc des titres de séjour sans autorisation de travail, des titres de séjour pour soins, ou les titres de séjour d'1 an ou moins. Voilà, sachant que les problématiques de l'étude concernent aussi bien la première obtention d'un titre de séjour que les renouvellements de ces titres. Et volontairement, l'étude s'est concentrée sur l'accès au droit au séjour hors demande d'asile. Et donc, pour rappel, dans un premier temps, j'ai rappelé donc le cadre dans lequel les personnes peuvent accéder à un titre de séjour. Donc, les personnes ont droit à un titre de séjour en tant que personne bénéficiaire d'une protection internationale ou en étant membre d'une famille d'une personne qui bénéficie de la protection internationale. Les textes de loi prévoient un certain nombre de situations dans lesquelles les personnes ont droit à un titre de séjour. Et enfin, les personnes peuvent demander une admission exceptionnelle au séjour soumise à l'appréciation du préfet, donc pour lesquelles le préfet n'est pas contraint par le droit, avec notamment un certain nombre de préconisations via des circulaires, comme la dernière circulaire Valls de 2012. Et donc, ce dernier cas, on peut regrouper sous l'appellation d'admission exceptionnelle au séjour, et en fait concerne la majeure partie des personnes considérées dans l'étude. Donc, le pourquoi et le contexte de l'étude, donc comme ça a été dit, hein, on remarque une présence quand même très importante de ces publics et des longues durées de séjour de ces publics dans les structures d'hébergement, avec des difficultés et une perte de sens aussi qui est observée dans l'accompagnement. Et donc, effectivement, un des objectifs de l'étude, c'était d'abord d'identifier les difficultés et les besoins des équipes sociales face à une situation qui est remontée comme de plus en plus problématique et où se multiplient des injonctions à la fluidité dans les structures d'hébergement. Et il a semblé important pour la FACIL de France, comme ça a été dit, que cette injonction à la fluidité aille dans le sens d'un renforcement de l'accès aux droits des personnes. Sachant que la problématique spécifique de l'accès au droit au séjour, c'est que cet accès au droit a un caractère juridique qui est plus prononcé que pour l'accès aux droits sociaux, notamment du fait du caractère discrétionnaire du droit au séjour et de l'opacité des décisions qui sont prises par les préfectures sur les titres de séjour. Et d'une situation qui est complexe des personnes qui sont en situation administrative précaire, voilà, du fait de leur présence irrégulière sur le territoire et de leur impossibilité d'avoir accès à des ressources financières et par là souvent un logement. Et il s'agit par ailleurs souvent d'un public donc, étranger et pour lequel peuvent s'ajouter des barrières culturelles ou linguistiques.
Ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'elle a permis d'apercevoir qu'un certain nombre d'associations se saisissaient de cette question de l'accès au droit au séjour et qu'en fait, on est dans une phase de début de questionnement, d'expérimentation pour renforcer l'accompagnement social et juridique de ces personnes. Et donc, on voit que c'est une préoccupation qui est plutôt dans une phase de réflexion, d'expérimentation et qui sera sans doute amenée à se poursuivre par la suite. Euh, Voilà, et on peut aussi ajouter que cette étude marque l'attachement de la FACIL de France à un accueil inconditionnel dans les structures d'hébergement et d'un accompagnement global qui soit vraiment adapté aux besoins des personnes. Pour ce qui est de l'enquête, donc comme ça a été dit, c'est une enquête qui est principalement qualitative. Donc je remercie encore une fois les personnes qui ont accepté d'y répondre. Donc les données viennent principalement d'entretiens réalisés beaucoup avec des travailleurs sociaux, mais aussi avec des SIAO, des directions d'associations, des bénévoles et des personnes d'associations spécialisées sur l'accès aux droits des étrangers. Et on a quand même une bonne représentativité de l'Île-de-France, avec une représentation plus importante, certes, de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Mais voilà, les départements de Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val d'Oise et Seine-et-Marne ont été représentés dans l'enquête. Pour ce qui est de l'enquête, du coup, je l'ai divisée en trois grandes parties. Donc, dans un premier temps, je me suis vraiment concentrée sur les impacts qu'a la situation administrative précaire des personnes sur l'accompagnement, pour ensuite travailler la question vraiment du renforcement de l'appui juridique et enfin essayer de dégager des propositions ou des enjeux pour réinvestir l'accompagnement social de ces personnes. La première question, qui est sans doute la question la plus évidente, c'est déjà de se demander de qui est-ce qu'on parle. Il y a deux points qui ont été intéressants à pointer, qui sont déjà une forte présence d'un public étranger, alors en situation irrégulière ou non, mais dans les structures d'hébergement. Donc, on a des chiffres de rapports d'activité selon la nationalité des publics hébergés qui pointent quand même une très forte présence de publics étrangers hors Union européenne. J'ai dégagé dans l'étude des proportions, alors qui restent approximatives, mais qui sont quand même très convergentes sur la proportion donc, de personnes en situation administrative précaire dans les structures d'hébergement. Et que donc, on peut aller dans des proportions de 40 à 80% dans les centres d'hébergement d'urgence, avec souvent à peu près la moitié de personnes qui sont concernées, et entre 25 et 40% dans des CHRS. Sachant un point aussi qui ressort de l'étude, c'est qu'il y a quand même un manque de données sur ces personnes, sachant que le recueil aussi de ces données est souvent perçu comme étant à double tranchant, parce qu'il fait craindre aussi d'exposer les personnes à une récupération dans le cadre d'une application de politique migratoire. Or, c'est une préoccupation forte des associations de ne pas rentrer dans une logique de participation à la régulation de flux migratoires. Mais ce qui donc aussi fait qu'on a relativement peu de données en fait sur les situations et les profils des publics en situation administrative précaire dans l'hébergement. L'étude a quand même permis de dégager un certain nombre de profils de ces publics. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a quand même une diversité à la fois dans les durées de séjour et dans les motifs de précarité administrative. Donc, dans les cas qui ressortent notamment dans l'étude, on a un certain nombre de personnes qui sont vieillissantes et qui sont arrivées en France dans les années, y compris 50-60, donc des personnes qui en fait sont présentes en France depuis très longtemps et qui se retrouvent dans les structures d'hébergement du fait de la perte de leur emploi, de leur titre de séjour et des ressources et des logements par conséquent. On a aussi une situation de précarisation importante des étrangers malades, avec une précarisation des titres de séjour pour soins, notamment depuis l'application de la loi de 2016 qui confie l'évaluation du droit à un titre de séjour pour soins à l'OFII. Pour ces publics-là, on a des risques de rupture importantes en fait dans la continuité du droit au séjour, puisque les titres de séjour sont accordés de manière plus restreintes et souvent sont retirées assez tôt pour les personnes au regard de l'évolution de la maladie.
On a enfin un public famille, alors qui souvent a des perspectives de régularisation sur un peu moins de long terme que d'autres publics, notamment du fait de la circulaire Valls qui permet la régularisation des parents d'enfants scolarisés. Mais l'étude fait quand même ressortir des difficultés notamment pour les parents d'enfants français à justifier de leur situation. Et enfin, on a le cas qui ressort beaucoup des personnes qui sont dites NINI, donc ni expulsables ni régularisables, et qui donc sont protégées contre l'éloignement du fait de leur état de santé ou de leurs attaches en France, mais qui ne sont pas expulsables, mais qui n'ont pas accès, qui se sont vus refuser un titre de séjour. Et cette situation est particulièrement complexe, puisque c'est des personnes qui souvent ont une absence de perspective d'évolution de leur situation encore plus importante. Et donc, ce qui est intéressant de pointer dans l'étude, c'est que on a bien sûr un public qui est un public débouté du droit d'asile et qui se retrouve donc en situation irrégulière, mais on a aussi un certain public qui n'est pas forcément issu d'un parcours migratoire récent ou qui est débouté du droit d'asile. On a aussi des personnes qui sont en France depuis un certain temps et qui ont pu connaître en fait des discontinuités dans la régularité de leur séjour. Et ce qui est frappant aussi, c'est qu'on a quand même un contraste qui est important entre donc un public jeune hébergé en CHRS, par exemple, et qui finalement, pour qui la situation administrative représente le principal frein à l'insertion et qui aurait des perspectives d'insertion rapide en se tournant vers des secteurs professionnels en demande de main-d'œuvre, et des publics en fait dont les situations, dont la situation sociale est beaucoup plus complexe. Et donc, en fait, la précarité administrative est un facteur parmi d'autres de précarité sociale. Et c'est pour ça qu'en fait, il m'a paru aussi intéressant d'interroger le lien entre précarité sociale et précarité administrative. Donc, en fait, l'idée, c'était juste de pointer qu'on n'est pas que sur un lien de causalité, la précarité administrative engendrant la précarité sociale, mais que c'est parfois la précarité sociale qui fait que les personnes ne demandent pas ou ne renouvellent pas leur titre de séjour et tombent dans la précarité administrative. Voilà. Et donc, en fait, on a plutôt un effet d'entraînement mutuel de ces deux facteurs de précarité et des situations qui sont complexes pour les personnes, sans compter ce qui a été très, très souligné dans l'étude, l'impact psychologique qui est considérable de la précarité administrative, puisque c'est des personnes qui sont maintenues parfois pendant des années dans l'incertitude par rapport à leur situation. Et donc, ça a un impact très fort sur la représentation de soi, la santé mentale des personnes et aussi leur capacité à se poser et à se projeter dans un projet de vie. Un point qui ressort aussi évidemment dans l'étude, c'est l'enjeu de la situation de ces personnes pour l'inconditionnalité de l'hébergement. Donc effectivement, il y a cet enjeu de la fluidité des structures d'hébergement et de l'embolie que ça suscite dans le secteur qui apparaît beaucoup et qui est un constat très partagé, mais qui pour moi m'a paru intéressant aussi de pointer en fait surtout une perte de sens dans l'accompagnement dans les structures d'hébergement. En fait, on a beaucoup d'équipes sociales qui font remonter qu'elles sont assez démunies en termes de propositions d'accompagnement pour les personnes en situation administrative précaire. Et donc, là, c'est vraiment cet enjeu de retrouver un sens dans l'accompagnement. Et il faut aussi pointer le fait que pour les personnes vieillissantes ou en situation de handicap, il y a des risques de maltraitance qui peuvent apparaître dans les structures, en fait, n'étant pas nécessairement adaptées à l'accueil de ces publics. Et donc, en fait, se pose quand même la question de finalement, est-ce que c'est les publics qu'on adapte aux structures ou les structures à qui l'on donne les moyens de s'adapter aux personnes qu'elles accueillent? Et donc, la situation en fait des personnes qui sont en situation administrative précaire place les structures d'hébergement vraiment dans un paradoxe de l'urgence sociale, au sens où ces structures d'hébergement sont en première ligne de l'accueil de populations dont les perspectives d'insertion sont socialement et politiquement très contraintes. Et par ailleurs, la situation administrative des personnes a quand même un impact aussi sur les conditions de travail des équipes sociales, puisque à la fois la complexité et l'opacité des décisions des préfectures et du système d'obtention d'un titre de séjour rend plus difficile le dialogue avec les publics.
parce que les travailleurs sociaux eux-mêmes ayant parfois du mal à saisir le cadre d'obtention d'un titre de séjour, c'est d'autant plus complexe pour expliquer et informer les personnes. Et il faut, alors voilà, je reviendrai pas dans le détail sur les difficultés aussi d'accès aux préfectures et d'accès à une prise de rendez-vous, auquel il y a toute une partie qui est consacrée dans l'enquête finale, mais ces conditions d'accès aux préfectures ont aussi des impacts sur le travail des équipes sociales et sur l'accompagnement, au sens où l'angoisse des publics par rapport aux préfectures rejaillit souvent sur les travailleurs sociaux, sachant que l'étude pointe le fait que les travailleurs sociaux accompagnent quasi systématiquement les personnes en préfecture et donc sont aussi témoins de ces situations. Et par ailleurs, les travailleurs sociaux peuvent se retrouver à compenser des difficultés, notamment liées à la dématérialisation, qui a des impacts importants sur les publics hébergés en structure d'hébergement, en devant, par exemple, prendre des rendez-vous au milieu de la nuit, quand il n'y a pas forcément d'autres possibilités d'accéder à une prise de rendez-vous. Ce qui donc m'emmène à le deuxième point, la deuxième grande partie de cette étude, donc qui s'interroge plus sur quelles modalités pour renforcer l'appui juridique à la fois à destination des personnes et des travailleurs sociaux. Alors, ce qui ressort déjà dans un premier temps de manière assez évidente, c'est le besoin de formation des équipes en droit des étrangers. Donc là, j'ai vraiment une formation qui est unanimement demandée, sollicitée. Sachant que ce qui est intéressant aussi, c'est de pointer à quels besoins répond cette formation. Donc, les enjeux, en fait, pour les travailleurs sociaux d'être formés en droit des étrangers, c'est d'être en capacité de comprendre la situation des personnes et d'éventuellement de faire un premier diagnostic sur leur situation. Il y a vraiment un enjeu d'information qui est très fort par rapport aux possibilités ou non que pourront avoir les personnes d'accéder à un titre de séjour. Et aussi donc la nécessité d'être dans l'anticipation par rapport aux demandes de titres, au renouvellement, d'avoir des bons réflexes en cas d'obligation de quitter le territoire français, donc ce qui demande souvent des délais précis et des réactions rapides. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la formation a aussi pour objectif d'acquérir aussi un recul par rapport aux compétences dont on dispose aussi en droit des étrangers et de mieux cerner ce qu'on est en mesure de faire dans l'accompagnement des personnes. Et sachant que autant cette formation est vraiment très, très demandée, autant les travailleurs sociaux pointent bien le fait qu'elle ne suffit pas pour la réalisation et l'accompagnement des personnes sur l'intégralité de la demande de titre de séjour, et que donc il y a un besoin aussi d'appui juridique par ailleurs, et que donc voilà, il y a notamment la densité en fait du sujet des droits des étrangers, le besoin d'une pratique régulière et d'une actualisation aussi de la formation en droit des étrangers, donc qui demande quand même malgré tout un appui juridique. Et ce qu'on a constaté aussi dans l'étude par rapport à cette formation, alors un certain nombre de personnes que j'ai interrogées avaient quand même déjà accès à cette formation, mais elle n'est pas forcément systématiquement proposée à un travailleur social qui arrive dans une structure d'hébergement généraliste. Voilà, certaines associations l'ont sur leur catalogue de formation, d'autres la proposent vraiment systématiquement et avec éventuellement une actualisation tous les ans ou tous les 2 ans. Donc pour permettre aux personnes d'être vraiment à jour sur les situations. Concernant les modalités d'appui juridique, alors ce qui m'a semblé intéressant déjà, en fait, c'est de montrer la diversité de ce qui peut exister et qui est parfois pas toujours très, très distingué. Donc, en fait, derrière, notamment, par exemple, une permanence juridique, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Donc, déjà, en fait, qui est vraiment le destinataire en premier lieu de cet appui juridique? Est-ce que l'appui juridique s'adresse à tout public étranger et donc dans le cadre de permanence, par exemple, d'accès au droit? Est-ce que c'est un appui juridique qui est spécifiquement à destination d'un public qui est hébergé en structure d'hébergement? Ou est-ce que c'est un appui juridique qui a vocation principalement à appuyer d'abord les travailleurs sociaux dans leur pratique?
Voilà, sachant que les deux peuvent éventuellement se rejoindre dans la mesure où si on a une permanence dans une structure, les travailleurs sociaux vont la solliciter, de même qu'il va y avoir des rendez-vous avec les publics. Mais c'est vrai que les besoins ne sont pas forcément les mêmes et il y a aussi une demande assez forte en fait des travailleurs sociaux eux-mêmes pour être appuyés dans leur pratique. Donc, on a aussi des formats d'appui juridique qui peuvent être différents. Donc, le format le plus répandu, c'est des permanences, mais qui peuvent être soit en interne d'une structure, soit des permanences externes d'accès au droit ou assurées par une association qui fait des permanences en droit des étrangers. On peut avoir une équipe ou une mission dédiée au niveau de l'association, donc avec vraiment une internalisation de la compétence juridique. Et on peut avoir aussi des permanences téléphoniques, là aussi en interne ou en externe, d'appui plus ponctuel, soit à destination des personnes, soit à destination des travailleurs sociaux. Un autre point aussi, c'est que il faut aussi pointer le fait que les permanences ou l'appui juridique est parfois réalisé par des personnes qui sont bénévoles et parfois par des personnes qui sont salariées et par des personnes qui ne sont pas nécessairement des juristes ou des avocats. Donc, on a aussi un certain nombre de personnes qui font ça à titre bénévole. Et l'idée derrière ça, c'est de pointer que le niveau d'appui et d'information et de soutien, notamment pour des cas particulièrement complexes, ne sera pas le même, en fait, selon les personnes qui assurent l'appui juridique. Et enfin, il y a des niveaux d'accompagnement aussi qui peuvent être différents en fonction des modalités d'appui juridique, sachant qu'on peut avoir simplement parfois vraiment de l'information et un bilan qui est proposé aux personnes. Ça peut être un appui ponctuel selon les demandes des personnes par rapport à leur situation, ou ça peut être un suivi vraiment sur le long terme du dossier avec un accompagnement qui, dans ce cas-là, est plus important et qui vraiment va concerner le fond du dossier. Et il peut y avoir aussi éventuellement des appuis en cas de recours, notamment en cas de refus d'extension du titre de séjour. Voilà, donc en fait, l'idée, c'était de pointer quand même une attention à avoir par rapport à ces différents formats, sachant que le modèle le plus répandu actuellement reste quand même le recours à des permanences extérieures, notamment via des associations bénévoles. Et il y a quand même un certain nombre de limites ou de difficultés que cela entraîne, à la fois parce qu'il y a une saturation quand même importante de ces permanences ou de ces points d'appui juridique, qu'il y a un maillage qui peut être inégal aussi selon le territoire concerné, et puis qu'il y a quand même aussi souvent un malaise ou une volonté de certaines associations de s'adresser prioritairement à des publics qui n'ont pas forcément d'accompagnement social par ailleurs. Il peut y avoir aussi un décalage en fait dans le fait quand des travailleurs sociaux ou des personnes qui ont un accompagnement social sollicitent des structures qui sont avant tout animées par des bénévoles. Voilà, et donc ça, c'est des enjeux qui ont été pointés, d'autant plus que ce qui est très demandé, c'est quand même de pouvoir avoir un suivi de long terme des dossiers, et que donc c'est pas toujours possible en fait dans le cas de permanence ponctuelle. Donc, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est de voir à quel moment intervient de manière vraiment très plébiscitée l'intervention d'une expertise juridique. Donc, on a évidemment le diagnostic sur le droit au séjour et la confirmation du diagnostic qui a pu être faite par les équipes sociales et de la stratégie juridique à adopter pour la demande de titre de séjour. Il y a éventuellement un appui sur la constitution du dossier, mais surtout la relecture et la vérification du dossier avant son dépôt en préfecture, sachant qu'il a été pointé que même si les travailleurs sociaux peuvent être à l'aise avec le fait avec la réalisation du dossier en tant que tel, le fait d'avoir un appui juridique derrière permet d'être rassuré sur est-ce que c'est la bonne stratégie qu'on a adoptée, est-ce que c'est la bonne information que je donne aux personnes et est-ce que le dossier que je dépose en préfecture est suffisamment solide et bien construit. Voilà. Et finalement, il y a les recours en cas de refus de titre, sachant que dans les entretiens que j'ai réalisés, souvent les travailleurs sociaux, les équipes sociales avaient un réseau personnel d'avocats qui acceptent l'aide juridictionnelle qui était sollicité pour les recours.
Ce qui apparaît quand même dans l'étude, c'est que, alors dans un monde idéal, mais c'est que l'appui juridique soit réalisé par un juriste ou un avocat qui soit salarié plutôt que bénévole. Il y a aussi l'enjeu quand même d'être au fait des problématiques du secteur, d'avoir un lien qui soit suffisamment entretenu et formalisé pour permettre vraiment un suivi sur le long terme et de fond des dossiers. Avoir un interlocuteur qui soit disponible et qui soit accessible pour répondre aux questions ou aux besoins d'information des équipes sociales, ça c'est quelque chose qui est très demandé. Et enfin, il y a quand même un enjeu d'adaptation par rapport aux besoins de la structure ou de l'association, donc d'avoir quand même un nombre de permanences ou une équipe juridique qui soit adaptée par rapport aux besoins. Donc, sachant qu'il y aura sans doute aussi euh, à mieux quantifier et appréhender précisément quels sont ces besoins. Et ce qui ressort quand même aussi dans l'étude, c'est de plus en plus une tendance à l'internalisation au sein de certaines associations, à la fois donc pour répondre aux enjeux que je viens de citer, mais aussi parce que actuellement les associations et les structures ne sont pas toujours en fait en mesure de savoir si le refus qui peut être fait à la suite d'une demande d'un titre de séjour est motivé par le fond du dossier des personnes ou un manque en fait dans la solidité juridique des demandes qui sont faites. Et il y a un certain nombre d'associations aussi qui ont pris conscience du fait que il n'est pas possible de négocier avec les préfectures la régularisation de publics hébergés si on n'a pas des dossiers qui sont solides sur le plan juridique et bien constitués. D'où de plus en plus quand même des réflexions qui tournent autour des possibilités d'internalisation de compétences juridiques. Finalement, dans la troisième partie de l'étude, je me suis aussi intéressée donc, à la question de comment est-ce qu'on réinvestit l'accompagnement social des personnes qui sont en situation administrative précaire, sachant que, comme je l'ai dit, il y a souvent un sentiment de perte de souffle ou de perte de sens dans l'accompagnement de ces personnes dans les structures d'hébergement. Donc déjà, il y a un enjeu quand même qui apparaît, qui est sans doute un besoin de bien penser l'articulation et la complémentarité entre l'accompagnement juridique et l'accompagnement social, sachant qu'en fait, le fait de recourir à un appui juridique voilà, n'empêche pas un temps de travail conséquent du travailleur social en termes de suivi du dossier, d'information des personnes, de reprise du dossier avec les personnes. Euh, et d'accompagnement en fait au droit par ailleurs aux droits des personnes. Donc il y a un certain nombre de problématiques par exemple qui ont été évoquées sur le droit du travail des personnes en situation administrative précaire ou de les informer sur les droits dont elles peuvent quand même bénéficier. Et donc, l'articulation, en fait, vraiment entre ce qui relève de l'accompagnement juridique et de l'accompagnement social permet, en fait, aux appuis juridiques de vraiment se concentrer sur la partie juridique de l'accompagnement et de mieux travailler le fond du dossier, sachant que souvent aussi l'accompagnement juridique donc, permet aux équipes sociales d'avoir l'autorité d'une personne qui peut se dire juriste ou avocat, ce qui facilite aussi souvent le dialogue avec les publics qui parfois n'ont pas forcément, enfin, c'est sûr qu'il peut y avoir une rupture de confiance ou des difficultés dans la relation avec le travailleur social du fait d'une tension très forte des personnes qui sont très en attente en fait par rapport à l'obtention d'un titre de séjour. Il y a un enjeu aussi qui apparaît, qui est de pouvoir travailler les représentations et le projet de vie des personnes, sachant que les personnes peuvent arriver avec un certain nombre de représentations, d'abord sur les raisons pour lesquelles elles peuvent accéder ou pas à un titre de séjour. Donc, ces représentations sont beaucoup souvent sur une certaine durée de présence sur le territoire français, ou le fait d'avoir des enfants qui seraient nés en France et qui ferait qu'on aurait accès par la suite à un titre de séjour. Donc, il y a quand même là aussi, donc, on revient à cet enjeu d'information et de travail des représentations sur à quoi est-ce que j'ai accès ou pas euh, potentiellement en termes de titre de séjour. Et aussi la possibilité en fait de pouvoir mettre en regard le projet de vie des personnes ou la raison pour laquelle elle est arrivée en France, reconstituer son parcours en France. Et mettre éventuellement ses projets de vie au regard des possibilités ou des opportunités qu'elle pourra avoir sur le territoire français.
Sachant qu'en ce sens, il y a sans doute des pistes intéressantes aussi à creuser pour renforcer la formation à l'interculturalité des équipes sociales, ou en tout cas mettre en place une médiation qui soit culturelle ou par exemple de la médiation artistique, pour favoriser aussi les cadres d'expression des personnes qui sont en situation administrative précaire, et qui peuvent en fait qui sont souvent à la fois très dépendantes en fait d'un accompagnement social qui pourra leur être proposé, et qui peuvent avoir le sentiment de pas avoir forcément de prise sur leur vie et sur l'accompagnement qui va leur être proposé. Et notamment une réflexion qui peut être intéressante à mener sur le recours au travail pair, donc avec des personnes elles sont elles-mêmes en situation administrative précaire, avec un parcours migratoire, et qui donc permettront aussi de renforcer le dialogue entre les publics et les équipes sociales. Et là aussi, peut-être aussi d'imaginer des cadres d'information des personnes qui puissent être à la fois multipliés et diversifiés, donc avec par exemple des informations collectives pour informer les personnes et pouvoir dialoguer autour des possibilités ou non de pouvoir accéder à un titre de séjour en France. Qui ressort beaucoup, c'est le fait que la situation de ces personnes est quand même une invitation à repenser l'accompagnement, et notamment à le rendre davantage pluridisciplinaire, et donc peut-être de décentrer l'accompagnement d'une seule relation entre un travailleur social et une personne accompagnée, mais de permettre de pouvoir faire intervenir une diversité de compétences autour de l'accompagnement de la personne. Donc ici, on est très sur des compétences juridiques, mais il a été aussi soulevé l'importance, par exemple, d'avoir l'appui de psychologues pour l'accompagnement de ces personnes, ou d'éducateurs et d'éducatrices jeunes enfants, dans la mesure où il y a beaucoup du coup d'enfants qui se retrouvent dans les structures d'hébergement, et que la situation administrative des familles joue aussi sur la santé mentale et la vie de ces enfants. Et aussi le fait voilà, de pouvoir être en mesure d'apporter les soins nécessaires aux personnes. Voilà. Et donc, en fait, la conclusion, on pourrait dire, de l'étude, c'est vraiment d'inviter à penser un accompagnement qui soit adapté aux personnes, et qui puisse aussi, donc, à la fois répondre à des enjeux d'accompagnement et à des besoins d'accompagnement qui ne seront pas forcément les mêmes en fait selon les publics qu'on va considérer, puisqu'entre un public en CHRS qui est assez autonome, et qui pourra être davantage moteur par rapport à ses démarches d'obtention de titre de séjour, les besoins d'accompagnement ne seront pas forcément les mêmes que pour des personnes qui auront vraiment un besoin d'ancrage dans leur structure d'hébergement. Et qui auront vraiment des besoins d'accès à des dispositifs d'apprentissage du français, au sport, à la culture, et aussi de pouvoir quand même s'investir dans des projets à visée professionnelle. Donc, notamment, il y a les ateliers d'aide à la vie active, alors qu'ils sont certes insuffisants par rapport aux demandes, mais qui peuvent être une piste aussi d'activité et d'accompagnement pour ces personnes. Voilà, tout ça étant bien sûr aussi à mettre en regard quand même malgré tout d'une évolution sans doute des critères de régularisation et du contexte politique quand même dans lequel s'inscrivent le parcours de ces personnes. Et donc, ce qui sera détaillé beaucoup plus en détail dans la deuxième table ronde de la journée. Voilà, donc je propose de passer à un temps de questions, et merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, merci beaucoup Cyril pour cette présentation, pour ces travaux. Vraiment, je vous invite, là on a eu un petit teasing et un petit extrait des résultats de l'étude, mais je vous invite très fortement, lorsqu'il sera disponible, et comme je l'ai dit, dans les prochains jours, à consulter, à lire et à prendre le temps aussi de travailler sur ce rapport d'étude qui est très intéressant, alors à la fois en termes d'accès aux droits des étrangers et aux droits au séjour, mais également très intéressant en termes de travail social, en termes d'accompagnement des personnes, et comment réellement prendre en compte les personnes, et comment assurer du coup
à la fois l'inconditionnalité de l'hébergement, on en a parlé, et puis Bruno l'a rappelé dans la conversation, aussi la continuité de l'hébergement pour les personnes. On parlait des enfants, on a effectivement, et peut-être qu'on en reparlera dans les tables rondes, des personnes qui restent plus longtemps hébergées que leur centre d'hébergement n'existe et qui du coup se retrouvent avec des difficultés liées à la continuité de l'hébergement. Alors, je vous invite à poser vos questions sur le chat, sur l'outil QR. Nous avons déjà une première question-remarque d'Aurélie Tupinier sur l'accès à l'occupationnel, entre guillemets, utile, permet aussi de soulager l'attente des personnes concernées. Soulager, c'est cette période d'attente d'inactivité avec le bénévolat, l'accès à la formation linguistique ou informatique. Cyril, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui est ressorti sur les formes justement d'occupationnel utile qui sont ressorties lors de l'enquête et lors des entretiens? Oui, alors il y a effectivement des pistes qui sont ressorties dans l'entretien, dans les entretiens. Alors c'est vrai que ce qui a été pointé, c'est effectivement de maintenir les personnes quand même dans une dynamique de projet, notamment du fait de cette période d'incertitude et d'attente. Donc, soit, en fait, effectivement, il y a des activités occupationnelles qui vont être proposées au sein de la structure. Donc, soit, effectivement, autour d'activités manuelles, éventuellement avec une visée professionnelle. Et effectivement, il y a aussi l'enjeu d'un accès à des possibilités aussi bien d'apprentissage de la langue française que d'accès à la culture. Et c'est vrai que c'est important là aussi de soutenir l'accès à des publics qui sont en situation irrégulière ou en situation administrative précaire à des outils, à des formes, j'ai plus le terme, mais en tout cas, voilà, des activités associatives qui leur permettent de développer, d'acquérir ces compétences et de répondre à des besoins psychosociaux qui restent présents pour les personnes, même si leur situation administrative n'est pas débloquable immédiatement. Voilà, sachant qu'évidemment, ça peut avoir lieu aussi bien en interne de structure que par le recours à des associations en externe. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a notamment le Secours catholique qui aujourd'hui propose aussi aux personnes qui sont en situation administrative précaire d'être bénévoles, y compris en fait sur de l'accompagnement dans l'accès à un titre de séjour. Donc pour des personnes qui sont en situation administrative précaire et donc ce qui leur permet aussi de se saisir de ces sujets et de retrouver souvent un sentiment d'utilité sociale qui est très difficile à trouver pour les personnes qui sont dans ces situations. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'envisager que les personnes ne sont pas toujours en fait dans une position de dépendance à l'accompagnement, mais peuvent aussi être motrices dans l'accompagnement et ainsi développer des compétences utiles par la suite et développer à la fois des liens sociaux et leur apprentissage du français. Et enfin, la limite quand même que je mettrais sur l'occupationnel pour les publics hébergés, c'est que c'est aussi important quand même de le mettre au regard de l'autonomie des personnes et du profil des personnes, parce qu'il y a certaines personnes en fait qui peuvent aussi avoir le terme qui est revenu dans les entretiens, c'est que l'occupationnel, c'est un peu de la garderie. Et donc, voilà, être vigilant quand même à bien adapter en fait aussi en fonction des besoins des personnes, sachant que finalement en fait il y a des personnes qui font leur vie en étant hébergées en structure d'hébergement par ailleurs, voilà, et qui donc n'auront pas forcément les mêmes besoins par rapport à ça. Merci Cyril. Et du coup, il y a une deuxième réaction et remarque aussi d'Aurélie Tupinier, et je vais me permettre de répondre en quelques mots et de faire le lien avec un dispositif particulier qui est celui des AVA. Donc Aurélie nous fait part du fait qu'il y a aussi souvent une non-reconnaissance des compétences acquises au pays d'origine pour les personnes, qui va accentuer la dépréciation de l'estime de soi et une perte des compétences professionnelles liées à l'inactivité. Cette question de la valorisation des compétences passées, on la retrouve auprès du public en situation administrative précaire. Nous, c'est aussi
au niveau de la fédération, quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les publics réfugiés. Mais sur l'inactivité et la perte des compétences pro, et aussi en lien avec cet effet un peu garderie, avec des grands guillemets, hein, mais qui peut parfois agacer certaines personnes qui sont autonomes, qui travaillent par ailleurs parfois dans l'économie informelle, qui n'ont pas de besoin d'accompagnement ou de frein à l'insertion particulier, outre la situation administrative. C'est vrai que le fait voilà, de faire de la médiation, des ateliers, du bénévolat, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Et il y a quand même des dispositifs, alors, qui sont également des dispositifs de remobilisation, mais qui sont les ateliers d'adaptation à la vie active. Alors malheureusement, aujourd'hui, en Île-de-France, il y en a très peu. Nous, au niveau de la fédération, on demande au niveau, alors du coup, c'est la direction régionale interdépartementale de l'hébergement et du logement qui a la compétence sur les agréments sur ces ateliers d'adaptation à la vie active. Et nous, on souhaite qu'ils soient développés plus largement sur le territoire parce qu'ils permettent quand même aux personnes, alors dans un optique de remobilisation, d'avoir une activité professionnelle, d'avoir un petit pécule qui n'est pas à la hauteur d'une activité professionnelle pour une personne qui a une autorisation de travail, mais qui permet quand même d'acquérir une certaine dignité, d'avoir une activité légale, de s'entraîner sur un secteur professionnel, avec la limite que lorsqu'une personne a un projet professionnel qui n'est pas du tout dans le domaine de l'AVA, on ne peut pas non plus dire que ça remplace l'insertion professionnelle, ça ne la remplace pas, mais c'est un cadre remobilisant pour ces difficultés qui sont présentées là par Aurélie Tupinet, qui me semble intéressant. Et c'est vrai qu'on a quand même des expériences d'AVA qui fonctionnent assez bien pour ces publics. Et donc, je trouvais ça important de reparler de ce dispositif. Donc, il y a un dispositif, peut-être j'ai dit qui était la tutelle, mais pourquoi c'est la DRIL qui est la tutelle? C'est parce que c'est un dispositif qui est rattaché au CHRS dans le Code de l'action sociale et des familles. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'ai pas l'impression. Peut-être, Cyril, souhaites-tu faire peut-être un mot un peu final sur cet échange avant que nous passions à la prochaine table ronde, vous annoncez la suite du programme. Le mot de la fin, non, mais je pense que ce qui est moi, en tout cas, merci encore une fois aux personnes que j'ai pu interroger. Et moi, j'ai quand même été assez admiratif souvent de la résilience et de l'adaptation des équipes par rapport à ces situations. Et notamment, c'est vrai que dans le cadre de l'étude, j'ai interrogé des personnes qui étaient mobilisées sur le sujet, mais donc qui montrent aussi la possibilité voilà, de maintenir une mobilisation et une réflexion sur l'accompagnement qu'on propose aux personnes. Voilà, et donc je les remercie pour ce dynamisme. Et je pense que c'est d'autant plus important que voilà, c'est une situation où moi j'ai eu un ressenti très fort dans l'étude, qu'il y a beaucoup de lassitude, d'incompréhension, souvent par rapport à la situation des personnes, et que donc c'est pas forcément évident de rester mobilisé pour les publics en situation administrative précaire. Donc j'espère que voilà, l'étude sera un petit point, un petit pas pour favoriser cette mobilisation.